J'ai le plaisir d'appeler Paul Prévost, chef de projet circulaire, et Alice André, Impact Manager pour Yves Rocher, les enseignements de la coalition RICOSM. Merci à vous de me rejoindre. Alors, ah ben voilà, vous voilà, je vous donne les micros. Paul, Alice, installez-vous. Je vous laisse prendre possession des lieux. Paul Prévost, vous êtes chef de projet au sein de Circulaire, consultant senior économie circulaire, Circulaire, acteur de l'économie circulaire avec une activité de conseil pour soutenir la transition vers l'économie circulaire, de la formation, l'animation de communautés, dont des coalitions, on va en parler. À vos côtés, Alice André, vous êtes engagée dans la consommation responsable. Votre rôle, c'est de veiller à tout ce qui touche aux produits, éco-conception avec le lien marketing, développement et communication. L'idée, c'est de suivre la trajectoire de diminution de l'empreinte carbone. Vous allez nous en dire quelques mots. Yves Rocher, est-il besoin de présenter cette entreprise emblématique des produits français, effectivement, avec un chiffre d'affaires de plus de 2 milliards d'euros, une présence dans 90 pays. Et la RSE fait partie des axes stratégiques avec un lien évident avec la matière première plante. Alors, à vous la parole. Tout d'abord, effectivement, le secteur de la cosmétique face aux enjeux du réemploi. Paul. Oui, tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Je trouve intéressant de faire le lien aussi avec ce qui était dit avant, en introduction notamment par Sophie, puisqu'en effet, il existe aussi des expérimentations en consortium sur des projets non alimentaires. Et donc, on est parti des différents constats qu'on a évoqués en préambule. Donc, effectivement, un cadre réglementaire qui évolue, qui impose d'atteindre les 10% de réemploi pour l'ensemble des industriels français d'ici 2027. Il y a aussi une appétence des consommateurs à mettre en place la consigne et que ça revienne un geste du quotidien dans l'ensemble des catégories de produits. Et l'alimentaire, avec ses expérimentations de plus en plus puissantes et concrètes aussi aujourd'hui, permettent de remettre en place ce geste de retour. Et enfin, c'est un levier pour nous qui était clé d'un point de vue environnemental. Chez Circulaire, on est des acteurs de la transition circulaire et donc on accompagne à la fois sur la sensibilisation, la montée en compétences. Et ce qu'on observe, c'était qu'il y avait cet enjeu-là aussi auprès des marques à partir de nos analyses de cycle de vie pour présenter ce projet. Et donc, de fait, on a pu réunir une quinzaine d'acteurs de l'industrie cosmétique. Je pense qu'on peut passer à la slide suivante. Alors, vous avez la petite zapette, Paul, à votre droite. Voilà, avec le bouton vert pour pouvoir passer les slides. Alors, la coalition. Et effectivement, le but était de créer une filière de réemploi au sein de l'industrie cosmétique à travers différents chantiers qui étaient importants pour nous. 3 gros chantiers finalement. Un premier chantier lié à l'appétence consommateur et des points de vente. Donc on a une quinzaine de marques à travers 3 typologies de points de vente chez des distributeurs spécialisés, donc Sephora et Nocibé. En pharmacie aussi, donc avec des partenaires, des pharmacies qui ont accepté de rejoindre le projet et de faire confiance à leur laboratoire préféré. Et enfin, des marques intégrées donc, qui étaient à la fois fabricants et distributeurs. Donc Yves Rocher, représenté par Alice, et Aromazone. Et donc, on avait besoin de connaître l'appétence de ces points de vente et leur capacité à mettre en place un projet de consigne, et en tout cas de réemploi au sein de leurs points de vente. On avait aussi besoin de connaître l'appétence des consommateurs, donc à travers nos études directement auprès des consommateurs. On avait un deuxième gros chantier lié à la partie opérationnelle. Effectivement, on a des opérateurs de réemploi qui sont de plus en plus présents dans cette industrie, mais aujourd'hui, sur la partie cosmétique, c'est quelque chose qui est nouveau. Et donc, pour les opérateurs de lavage et pour appliquer la logistique au sein de ces points de vente, on a dû travailler avec des partenaires qui découvraient en même temps que notre projet ce métier-là. Et enfin, un troisième gros chantier qui était sur la partie modélisation, où l'enjeu c'était aussi de refléter en parallèle de l'expérimentation, d'un point de vue économique et environnemental, quelles étaient les données importantes à avoir en tête si on souhaitait avoir un modèle cible à l'échelle, et quels étaient les différents indicateurs, les différentes clés de succès pour rendre le modèle viable d'un point de vue économique et écologique. Une expérimentation menée sur une année avec 3 typologies de points de vente. Exactement.
peut-être pour bien vous expliquer tout ça, donc, comme je vous l'ai précisé, donc, il y a d'un point de vue très concret, des pharmacies, des magasins intégrés, donc fabricants et distributeurs, et des acteurs du luxe qui étaient en distribution spécialisée. Ça a duré, donc ça a été mis sur une année. Donc pour la pharmacie et chez Yves Rocher à Amazon, on a commencé ça il y a plus d'un an, où donc on proposait aux consommateurs de rendre leurs contenants. Donc c'est des contenants sur des projets iconiques, des produits de soins et d'hygiène, des contenants qui étaient majoritairement en verre, mais certains étaient aussi en PET ou en PP. Et en l'échange d'une incitation, donc on ne parle pas de consigne à proprement parler pour l'instant, mais on parle bien d'une incitation qui permettait en tout cas d'avoir une première introduction à ce geste de retour avec, selon les points de vente, différents types de gratification, soit une réduction immédiate en magasin, soit un bon d'achat et soit un point de fidélité donc, pour la distribution spécialisée. Ce qui nous a permis de pouvoir avoir une première confrontation en réel sur l'expérimentation. Alors, on peut faire un bilan puisque cette expérimentation est terminée. Quels sont les chiffres qu'on peut communiquer? Peut-être, Alice, si tu veux commencer par donner ton point de vue. Alors, Alice d'abord. En effet, donc nous, comme Paul l'a dit, l'objectif prioritaire finalement de cette expérimentation, c'était vraiment d'aller tester l'appétence des consommateurs. Il y avait plein d'autres choses à faire et c'est pour ça qu'on a lancé aussi d'autres chantiers sur toute la reverse logistique, etc. Et la cosmétique, on est encore à un stade moins avancé que l'alimentaire, donc il y avait pas mal de choses à faire. Mais notre clé, c'était vraiment cette appétence conso. Et on a été surpris par de très bons résultats puisqu'on a atteint près de 10% de taux de retour sur l'ensemble de l'expérimentation et même voire 20% pour le magasin de Rennes. Donc ça, c'était des résultats super satisfaisants pour nous, metteurs en marché, puisqu'on s'est rendu compte qu'on a vu finalement les consommateurs revenir petit à petit dans les magasins. Ça a mis du temps à se mettre en place, il y a eu quelques mois de mise en route, mais une fois que c'était installé, finalement, le geste a été compris. Et il faut aller encore plus loin, bien sûr, dans la simplification des messages, dans la sémantique, pour expliquer ce geste de réemploi. Ce qu'on voit aussi, c'est que les consommateurs qui prennent part à cette initiative aujourd'hui, c'est nos consommateurs, nous en tout cas pour la marque Yves Rocher, qui sont les plus engagés, les plus fidèles. C'est aussi ceux qui ont le panier moyen le plus élevé. Donc c'est une super clé d'entrée, mais maintenant il faut aller chercher tous les autres. Et pour ça, on va avoir encore du travail pour démocratiser ce geste de réemploi. Paul. Oui, effectivement. Et puis le constat de manière plus globale avec l'ensemble des 15 laboratoires engagés, il est plutôt le même, même si Yves Rocher, en tant que magasin intégré, qui maîtrisait aussi le discours en magasin, a eu des résultats très encourageants par rapport à la moyenne des autres acteurs. J'ai mis quelques chiffres qui, à date, sont encore en train d'être consolidés. Donc certains, je préférais ne pas vous les montrer. Mais aujourd'hui, on a quand même récupéré 12 000 contenants, ce qui est très satisfaisant et qui était au-delà de nos espérances. On a des taux de retour qui oscillent entre 7 et 15%, sachant qu'on attend aussi des retours sur la partie distribution spécialisée qui a eu, en termes de volume, moins de retours, donc qui risque de faire baisser notre moyenne totale. Mais ce qu'on a vu en tout cas, c'était qu'il y a des consommateurs qui sont très engagés, même sur d'un point de vue très qualitatif. On a pu échanger avec des consommateurs qui ont participé pendant cette année à plusieurs retours et donc qui ont très vite pu s'adapter et ramener leur contenant de manière régulière. Et aussi, on a vu que ce taux de retour-là s'intensifiait, puisqu'en fait, il faut du temps pour s'adapter, il faut du temps pour que le consommateur intègre ce nouveau fonctionnement. Et donc, on a vu que ça augmentait de mois en mois, alors même que parfois, il y avait moins d'efforts aussi mis par les équipes commerciales qui avaient d'autres priorités. Notamment quand il y a des périodes de promotion ou de soldes avec d'autres sujets qui sont priorisés. Mais malgré tout, progressivement, le taux de retour augmentait. On a un taux de casse global à la collecte qui est relativement satisfaisant, ce qui montre que les consommateurs prennent conscience de la fragilité des produits et donc s'en occupent très bien. On a identifié quelques axes d'amélioration évidemment sur la partie logistique pour s'assurer que les contenants arrivent en bon état. Et on a du coup un taux de satisfaction d'avoir des consommateurs qui est
de 91% par rapport pour les consommateurs qu'on a interrogés, et 100% des points de vente donc en pharmacie sont satisfaits de l'opération. Donc c'est les 4 pharmacies sur lesquelles on a travaillé sont très engagées sur le projet, et ce qui amène à réfléchir sur d'autres points de vente similaires pour la prochaine saison de cette expérimentation. Ce qu'on observe malgré tout, c'est qu'il y a des axes d'amélioration sur la partie opérationnelle pour améliorer cette partie logistique et assurer aussi la conservation correcte des contenants pendant tout le trajet. Donc cette boucle de réemploi qui a été illustrée notamment sur la partie alimentaire, qui est la même pour la cosmétique. Donc concrètement, on utilise aussi des flux qui sont similaires. Mais on a aussi des améliorations d'un point de vue lavage. On est encore une phase de recherche et développement. On identifie des sujets. Laver un pot de soins, c'est pas la même chose que de laver une bouteille de bière. Donc nécessairement, c'est des acteurs qui sont différents, qui utilisent des technologies différentes, avec lesquelles on co-construit à travers des résultats l'amélioration des différents procédés et processus. Et là-dessus, j'ajouterais même aussi que sur la cosmétique, on a des contenants qui sont plutôt aptes à être réemployés, mais sur lesquels on a quelques ajustements qui pourraient être faits, en fait, tout simplement d'éco-conception, comme on peut le voir sur la partie alimentaire, que ce soit sur la colle des étiquettes. Enfin voilà, c'est vraiment du détail, mais en tout cas un détail qui compte et qui nous permettrait demain de faire beaucoup plus de réemploi sur ces contenants-là. Pour répondre là-dessus aussi, pour faire continuer, ce qui est intéressant sur l'industrie de la beauté de manière générale, c'est que le packaging est un outil marketing. Et donc là où le changement de paradigme dans le monde de l'alimentaire est peut-être plus simple, dans les cosmétiques, il y a malgré tout cet enjeu que chaque marque puisse communiquer et vraiment marquer son univers à travers le packaging. Et donc c'est vrai que la partie réemploi est donc pas nécessairement priorisée, mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a des opportunités, des choses à faire malgré tout. Et progressivement, on peut voir une harmonisation de certaines pratiques qui peut être intéressante et viable pour le réemploi. Merci à vous, merci Paul, Alice pour cette présentation. On a l'espace-temps pour poser des questions-réponses. Un micro circule dans la salle. Est-ce que des questions peuvent être adressées? Oui, on vous amène le micro. Merci de vous présenter. Bonjour, Antonio Savini de la revue italienne Compact. J'ai 2 questions. La première, c'est par rapport aux matériaux. Les packaging des cosmétiques sont différents. Il y a du verre, il y a du plastique, il y a différents matériaux. Est-ce que ça change par rapport à leur emploi? C'est-à-dire que ce n'est pas les mêmes qui doivent le nettoyer avec des technologies différentes. Et la deuxième question, c'est au sujet du modèle économique. Parce que est-ce que vous avez des subventions et quels sont les volumes que vous espérez d'atteindre afin d'avoir un équilibre économique? Merci beaucoup. Tu veux que je réponde? Alors, ce qu'on a fait sur cette première expérimentation, cette première saison, c'est qu'on a utilisé les packaging existants des acteurs de l'industrie cosmétique. Donc, on travaille déjà sur des emballages qui sont ceux qui sont utilisés par les marques, à la fois en verre, en PET, en PP, pour voir déjà la résistance et promulguer des recommandations. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a certains packaging qui fonctionnent plutôt bien sur le transport et le lavage, d'autres qui tiennent beaucoup moins, notamment des pratiques aussi sur les étiquettes qui partent plus ou moins bien au lavage. Et donc, on est parti sur l'existant pour pouvoir déjà avoir une base sur laquelle pouvoir ensuite anticiper et donner des recommandations aux équipes conception et retravailler l'éco-conception en faveur du réemploi. Mais à date, on travaille avec l'existant pour déjà avoir cette première base. Et ça veut dire qu'au regard de ce que vous avez observé, est-ce qu'il y a un matériau qui se dégage? Est-ce qu'il y a déjà des options? Alice, je vous vois acquiescer. Je pense que déjà il y a un matériau qui s'y prête peut-être plus facilement pour l'instant, c'est peut-être le verre. Et je dis peut-être parce qu'on est en train de consolider les résultats et que finalement on a pas mal de marques qui ont testé pas mal de matériaux différents. Nous, Yves Rocher, on a pris le parti de se lancer sur le verre. Aussi parce que c'était un matériau pour lequel on n'avait pas encore de solution de réemploi. Donc c'était l'occasion. Mais en tout cas, on voit que maintenant voilà, le produit ressort sec, propre, que ça fonctionne là-dessus. Et maintenant, sur le plastique ou d'autres typologies de matériaux, peut-être que je peux te laisser répondre. Mais en tout cas, il y a peut-être un peu plus de challenge. C'est peut-être un petit peu plus compliqué parfois d'avoir les bons ajustements au niveau des machines et autres.
Et aussi d'un point de vue perception consommateur, je dirais. Je pense que le verre, c'est peut-être l'emballage pour l'instant qui se prête le plus au réemploi, même si on voit que dans d'autres pays, on arrive aussi à réemployer bien sûr d'autres typologies d'emballage. Quid des plastiques, Paul, notamment en termes de rotation possible, avec à chaque fois un cycle de lavage, évidemment, qui va le mettre à rude épreuve. Oui, alors effectivement, le plastique, il y a peut-être plus de challenge sur certains sujets de chaleur, notamment liés au lavage, puisqu'il faut quand même... il y a un certain niveau de chaleur qui est recommandé pour s'assurer que l'ensemble de la formule ait bien été lavé et que ce soit retiré. Donc parfois, il y a des équilibres à trouver. Après, selon les typologies, ça fonctionne. On n'a pas une recommandation encore à vous partager sur quel type de plastique fonctionne très bien et quel type de plastique fonctionne moins bien. Mais toujours est-il qu'il y a malgré tout des bons taux de retour pour certaines références en plastique, même si le verre est quand même vachement plus priorisé dans l'expérimentation et au global aussi par les consommateurs. Et peut-être la deuxième question sur la partie modèle économique. Paul. Alors, on a la chance de faire partie d'avoir mis en place ce consortium. Donc, nous, Circulaire, on anime des coalitions comme celle-ci et on a la double casquette d'animateur et d'expert du réemploi. Et à ce titre, on a initié ce projet pour qu'il soit aussi en lien avec les subventions que Citeo et l'appel à projet encore plus de réemploi. Et donc, ce projet est soutenu et soutient le consortium par Citeo, ce qui favorise en temps court en tout cas le développement de ce projet. Et ensuite sur le travail de modélisation économique qu'on a produit pour cette première saison, ce qu'on a observé c'est qu'aujourd'hui évidemment dans les volumes que l'on a aujourd'hui, il n'y a pas de rentabilité. En revanche, on voit certaines choses qui sont intéressantes à développer pour rendre le modèle viable in fine. Évidemment, il y a le déploiement d'une consigne réelle. Aujourd'hui, ce qu'on expliquait, c'est qu'on a une récompense qu'on offre aux consommateurs qui ne permet pas d'envisager une rentabilité à date. Mais par contre, si on met en place une consigne réelle, cela peut être très intéressant. Et la condition surtout sine qua non pour que le projet puisse passer à l'échelle et que chaque marque se retrouve aussi d'un point de vue financier, c'est que l'ensemble de l'industrie opère ce changement et qu'il y ait vraiment une massification des volumes, qu'il y ait un nombre important, ce qui permettrait de mutualiser les coûts et de surtout réduire les coûts fixes qui sont liés à ce passage à l'échelle. Et donc voilà, c'est vraiment ça qu'on a pu observer, que si on n'avait pas cette maturité du marché et de l'industrie dans sa globalité, on aurait beaucoup de mal à obtenir une rentabilité en comparaison avec l'usage unique qui est produit aujourd'hui. Merci pour cette réponse, Paul. D'autres questions dans la salle? Oui, madame, on vous amène un micro. Merci de vous présenter. Bonjour, Marianne Guillot, ADEME, Observatoire du réemploi et de la réutilisation. J'avais une question concernant la notion de déploiement plus grande échelle. Qu'est-ce que vous entendez par là? Et la question que j'avais, c'était justement aussi par rapport à cette notion un peu de différentes expérimentations. Est-ce que comment est-ce que vous accompagnez justement le consommateur pour éviter qu'il y ait des start and stop, et qu'il y ait une notion de déception justement pour le consommateur qui peut à un moment se lancer dans une expé, ne plus trouver le produit pour lequel il s'était engagé. Et quelle continuité, effectivement. Alors, peut-être Alice, tout d'abord, la réponse pour Yves Rocher. Alors, chez Yves Rocher, en effet, on a besoin et envie de laisser la place aux consommateurs pour qu'ils puissent venir faire ce geste de réemploi. Donc initialement, on avait communiqué sur une fin de test, une date de fin de test, pardon. Mais finalement, pour le moment, on décide de prolonger dans les magasins tant que c'est possible. Donc, j'ai pas de date à vous communiquer aujourd'hui particulièrement. Et justement, des discussions sont en cours en interne pour prolonger l'expérimentation, potentiellement penser un déploiement régional. Donc, on est en train justement de voir ça pour éviter d'une part ce côté déception consommateur, pour profiter aussi de ce momentum, parce que voilà, nous Yves Rocher, on voit que c'est le moment pour aller s'engager et pour se lancer vraiment dans cette toute la méthodologie de réemploi. On en parlait tout à l'heure, le business case est assez challengeant et c'est pas évident. Et aujourd'hui, c'est un projet qui nous demande clairement des investissements, que ce soit financiers ou c'est aussi des projets énergivores. Mais on pense que c'est en se lançant comme ça que d'autres marques vont continuer à venir s'engager à nos côtés et que ça va nous permettre de faire baisser les coûts in fine. En tout cas, voilà, pour le consommateur, l'idée est de ne pas arrêter le projet tout de suite et de simplifier au maximum les discours. En magasin, par exemple, nous, on a opté pour consigner tous nos soins visage en verre.
pour qu'il y ait une lisibilité et que ce soit pas trop compliqué de s'y retrouver dans les références qui font partie du processus ou pas. Effectivement, c'était la précision que je voulais vous demander. En termes d'offres, quels sont vraiment les produits concernés pour vous? Alors pour Yves Rocher, du coup, c'est tous les soins visage en verre. D'accord. Donc quand on rentre en magasin, on a toute une gamme du magasin qui est concernée. On a toute une PLV associée à ça. D'accord. Et pour l'instant, on reste sur cette catégorie-là. On verra plus tard pour étendre, mais bon, on y va petit à petit. Entendu. Paul, en complément. Peut-être pour les autres marques, donc selon les points de vente, on a entre 6 et 15 références par marque. Souvent, c'est en tout cas des références qui sont iconiques et plutôt les best-sellers qui sont vendus, notamment en pharmacie, parce qu'ils bénéficient d'une visibilité qui leur permet de sortir un petit peu du lot. Lorsqu'on est dans des univers multimarques comme Sephora, Nocibé ou bien les pharmacies, c'est important d'avoir des références qui soient connues un peu de tous et qui soient mises en avant. Et donc, on a environ entre 6 et 15 références, mais plutôt c'est celles que vous connaissez et que vous avez à la maison. C'est clair pour ces précisions. D'autres questions dans la salle? Oui, madame, on vous amène le micro et merci de vous présenter. Bonjour, Gwendoline Leboudec, société Ladrome Laboratoire. J'ai une question concernant l'éco-conception. Vous avez du coup émis l'information très intéressante que le packaging fait partie du marketing, surtout en cosmétique. Est-ce que ces résultats ont une influence sur le côté développement produit et du coup peut-être une simplification en termes de l'offre packaging de la marque? Alice? Alors, moi, à titre personnel, c'est mon rêve. Mais si vous voulez, ça a une influence dans le sens où nous, on travaille vraiment très fortement avec les équipes de développement de produits. Donc, dès qu'on a des learnings ou des apprentissages globaux sur le réemploi, on essaie de les infuser le plus vite possible dans les feuilles de route d'éco-conception pour que demain, on arrive à avoir des produits qui sortent les plus réemployables possibles. Maintenant, aujourd'hui, on est sur des pilotes à petite échelle. On a encore pas mal de choses à démontrer. Et tant que les résultats ne sont pas au rendez-vous, on va avoir du mal aussi à faire de gros investissements sur les conceptions du produit en ce sens-là. Mais en tout cas, l'idée, c'est d'essayer de faire que tout aille dans le même sens. Et dans tous les cas, on a des feuilles de route d'éco-conception. Donc quand on arrive à allier le réemploi avec la recyclabilité, avec toutes les problématiques qu'on a en ce moment justement sur les emballages, on le fait. Et surtout quand c'est des actions rapides qui nécessitent pas trop d'investissement. Paul, à l'échelle de la coalition? Ouais, hyper aligné avec ce que dit Alice. Effectivement, c'est toujours un défi pour nous de produire des recommandations et de voir comment ça peut infuser les équipes packaging et qu'il y ait vraiment des traductions qui soient faites en éco-conception. Nous, ce qu'on souhaite là poursuivre, alors ça va dépendre éventuellement de comment va se poursuivre la suite, mais l'idée c'est de pouvoir embarquer davantage les équipes de chacun des laboratoires et donc de mettre ensemble aussi les différentes équipes de différentes marques pour qu'elles soient vraiment impliquées dans le projet, impliquées davantage, afin qu'elles prennent conscience aussi de ces enjeux-là au regard de ce qu'on a pu voir déjà comme résultat et de prendre en compte ces recommandations réellement, en comparant aussi, en mutualisant avec leurs pairs sur le sujet. Donc c'est aussi notre ambition de demain engager davantage les équipes au sein même des marques pour qu'elles puissent prendre conscience de ces enjeux et que ça puisse être vraiment une prise de responsabilité aussi de leur côté. Et engager les équipes. Et est-ce que d'une certaine façon, la suite d'un tel projet, ça serait aussi d'évoluer dans la réflexion avec, j'imagine, le circuit de vente, la typologie du circuit de vente qui est très importante puisque chaque emballage, évidemment, est adapté à un circuit de commercialisation? Oui, tout à fait. Je crois que là, l'ambition, c'est de pouvoir essayer d'aller toujours plus loin dans le fait de toucher un maximum de consommateurs. Et il y a des réflexions qui vont être de plus en plus importantes sur l'harmonisation aussi de l'approche. Et l'harmonisation, elle a lieu dans différentes choses. Effectivement, chaque marque aura nécessairement cette volonté de communiquer différemment, donc sur le comment. Mais in fine, ce qui va être important de plus en plus, c'est qu'on définisse le même quoi. Et donc, on puisse parler de plus en plus des mêmes standards et de la même manière de faire, et de la même manière de faire du réemploi notamment. Et donc, ça passe par des approches qui soient de plus en plus similaires pour que le consommateur ne s'y perde pas. Donc ça, c'est une volonté évidemment, mais à voir comment ça pourra se dessiner dans le futur. C'est clair. Une dernière question. Oui, madame, merci de vous présenter.
Bonjour, Céline Ramier, Société Céland. J'ai une question pour vous, Monsieur Prévost, qui concerne en fait les packagings qui ne sont pas en verre. Parce qu'on sait que le verre, c'est inerte. Je voulais savoir si dans votre phase d'expérimentation, les packagings qui ne sont pas en verre sont identifiés pour savoir combien de cycles de réemploi ils ont fait. Parce qu'en fait, c'est des packagings, comme vous le disiez, qui en termes de solidité ou etc. peuvent avoir leurs limites. Et du coup, l'objectif du réemploi, c'est qu'il soit réemployable plusieurs fois. Donc voilà. Oui, alors tout à fait. Alors peut-être pour rassurer d'un point de vue hygiène et qualité, aujourd'hui, il n'y a pas de reconditionnement des packs qui ont été lavés, puisqu'on est encore dans cette phase expérimentale. En revanche, par contre, on fait des tests pour les laver un certain nombre de fois et voir aussi leur résistance au bout de certains nombres de lavages. Et donc on commence déjà un peu à dessiner un nombre de lavages maximum sans comptabiliser réellement une utilisation qui, évidemment, de fait, a une influence également. Mais l'idée, c'est de préciser ces aspects-là pour pouvoir avoir des grandes lignes directrices et estimer le nombre de rotations. On appelle ça des rotations qui peuvent être faites. Et là-dessus, c'est un nouveau challenge qu'on a encore en ligne de mire, mais qui est pas, pour lequel on n'a pas de réponse encore aujourd'hui. Eh bien, effectivement, un champ d'expérimentation encore à mettre en œuvre. Merci à vous, merci Paul, merci Alice. beaucoup. Vous pouvez les applaudir pour cette séquence dédiée à la coalition RICOSM.